Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Mamiratriz. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Focus Sahel, l'émission qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au sommaire de cette édition, gros plan sur l'exploitation de l'uranium du Niger. Washington aurait menacé les autorités de Niamey de sanctions si le Niger signait un accord pour vendre l'uranium du Niger à l'Iran, selon le Premier ministre Ali Manzen. Pendant ce temps, une société chinoise a annoncé sa volonté de reprendre la production d'uranium qu'elle a suspendue depuis 10 ans. À suivre le reportage de Abdul Razak Idrissa, correspondant de VOA Afrique au Niger, et l'analyse de Haruna Saleh Abdoulaye. Il est le président de la COPAV, la Coalition communautaire pour la paix et la promotion du vivre ensemble, un réseau d'organisations de la société civile africaine. Nous irons ensuite au Burkina Faso où le gouvernement a sommé les opérateurs de téléphonie de procéder à l'identification des détenteurs de cartes SIM invoquant des questions de sécurité nationale. Le fait marquant de la semaine, c'est le début du retrait des forces américaines du Niger, une opération qui doit s'achever au plus tard le 15 septembre. À suivre enfin le reportage de l'un de nos correspondants au Mali, Tidiani Ouedraogo. Il nous parlera de la réinsertion scolaire des enfants réfugiés burkinabés dans la région de Badiangara, dans le centre malien. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage de découverte et d'information dans le Sahel. On commence notre voyage dans le Sahel par le Niger. L'uranium est-elle au cœur de la rupture de la coopération militaire entre le Niger et les États-Unis d'Amérique? Selon le Premier ministre de transition, des diplomates américains ont menacé Niamey de représailles si le pays venait à vendre ce minerai à l'Iran. Dans le même temps, une société chinoise a annoncé sa volonté de reprendre la production d'uranium qu'elle avait suspendue depuis 10 ans, relançant le débat sur l'exploitation de ce minerai stratégique dont le Niger est un des premiers producteurs au monde. Reportage de notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa. La décision de la Société des mines d'Azélik, annoncée en marge d'une mission du ministre en charge des questions minières sur le site fermé depuis décembre 2014, est saluée par la société civile active dans le secteur des industries extractives qui reste tout de même sur ses gardes. Ce n'est pas la première fois que cette société a annoncé d'abord la reprise de ses activités. Mais sur le terrain, ça n'a jamais été le cas. Il faut bien que l'État les oblige dans un agenda clair à pouvoir exploiter où le permis passera dans le patrimoine de l'État du Niger pour pouvoir permettre à qui veut l'exploiter de pouvoir l'exploiter. En décidant de cette reprise, la société chinoise entend se conformer à la volonté des nouvelles autorités d'assainir le secteur en exigeant notamment des détenteurs de permis miniers de se conformer à la réglementation en vigueur. Si vous voyez le nombre de permis de recherche qu'on a, qui sont là-bas, de l'uranium, les jeunes ne travaillent pas, ils ne respectent pas la loi, ils ne font aucun rapport d'activité, ils ne paient rien du tout comme taxe, parce qu'il y a des redevances qu'on paye normalement chaque année. Et que les gens, s'ils font les malins, il faut qu'après l'expiration du permis, ils vont revenir pour faire les couleurs, pour avoir les renouvellements. On ne sait pas pourquoi ils le font. Le ministre a dit non, ça doit s'arrêter. On ne doit plus accepter les gisements comme le cas de l'Imouraren. Imouraren, c'est le gisement pour lequel la société française Orano, ex-Areva, a obtenu un permis sous le régime du président Tanja Mamadou et qui, jusqu'à cette date, n'est pas encore mis en valeur. Pour nous, il est clair que ce permis ne peut plus être détenu par Orano et doit être dans le patrimoine de l'État du Niger. Si tant est que les lois de la République sont respectées. Il y a déjà une mise en demeure qui a été faite pour les permis d'Imouraren. On les a écrits pour leur dire si vous ne travaillez pas, on va reprendre les permis. C'est ce que notre loi dit. C'est sur ça qu'on a signé la convention entre les deux pays. Il n'y a pas de demi-mesure. Sur les soupçons des États-Unis d'Amérique de l'existence d'un accord de vente d'uranium entre le Niger et l'Iran, les acteurs du secteur estiment qu'il s'agit d'une surenchère d'un pays
pourtant réputé respectueux des libertés. Pour nous, c'est une question de souveraineté. Le gouvernement nigérien a le droit de pouvoir faire des affaires avec n'importe quel acteur au niveau mondial. Je pense que c'est ça quand même, vouloir y toucher, c'est toucher à la souveraineté de notre pays. Et là, nous disons non, le Niger peut commercer avec qui il veut. Avec plusieurs décennies d'exploitation d'uranium dont il est le 4e producteur mondial, le Niger est régulièrement classé parmi les pays les plus pauvres de la planète. Les autorités militaires en place depuis le mois de juillet 2023 font de la souveraineté, notamment dans l'exploitation des matières premières du pays, leur principale priorité. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique. Abdulrazak Idrissa est l'auteur de ce reportage. Nous le retrouvons tout de suite à Niamey, capitale du Niger. Bonsoir Abdulrazak. Bonsoir Maman. Alors on vient de l'écouter dans votre reportage. Vous dites très bien que le Niger est le 4e producteur mondial d'uranium au monde. Alors sur place, quel profit tirent les Nigériens de cette ressource? Que représente l'uranium dans le budget de l'État pour les autorités et pour les populations? Alors, pour répondre à cette question, Mamadou, on va se référer au dernier rapport du Niger pour le processus ITIE, le rapport ITIE Niger 2020, celui qui est disponible. ITIE, vous vous souvenez, c'est l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Alors, dans ce rapport, je vais vous donner quelques indications pour pouvoir répondre à cette question. Par exemple, la contribution du secteur extractif dans sa globalité, pas seulement l'uranium, mais c'est vrai que le Niger a beaucoup de ressources minières qui sont extraites. Et donc, la contribution de ce secteur dans l'économie nigérienne, selon ce rapport, se limite par exemple pour ce qui est de la contribution du secteur dans les exportations. Vous savez que le Niger exporte beaucoup de produits. Et bien ce secteur minier contribue à un peu plus de 45% dans les exportations du Niger. Alors, sur la contribution de ce secteur dans la production du PIB, le produit intérieur brut, il se chiffre à 7,67% selon toujours ce rapport. Maintenant, en termes de ressources que l'État nigérien gagne, les revenus du secteur extractif dans sa globalité, et c'est autour de 6,5% selon toujours ce rapport. Et un dernier chiffre, on peut vous donner encore une idée de l'apport de ce secteur-là, donc extractif dans l'économie, c'est la question des emplois. Selon ce rapport de ITIE Niger 2020, ce secteur des industries extractives contribue à hauteur de 4%, 4,48 plus exactement, dans la création d'emplois formels. Voilà donc quelques idées statistiques pour répondre à cette question, même si encore une fois, c'est l'ensemble du secteur extractif, pas seulement l'uranium. Alors, on se rend donc compte que l'uranium est très important pour le Niger. Est-ce que l'on sait ce que les militaires au pouvoir, le CNSP, a l'intention de faire de ce minerai? Quel est le projet de la junte? Alors, le projet de la junte, vous savez que la junte, depuis qu'elle est là, elle est dans une dynamique d'affirmation de la souveraineté du Niger de façon générale, et donc le secteur des industries extractives, et l'uranium notamment, et le cœur aussi, comme on l'a entendu dans le reportage, de cette volonté d'affirmation de la souveraineté du Niger. Comme vous l'avez dit, par exemple, au tout début, le gouvernement qui avait été formé avait en son sein un ministère qui englobait trois secteurs, le secteur de l'huile, le secteur du pétrole et le secteur de l'énergie, et donc pour donner plus de visibilité à chacun des secteurs qui sont quand même importants. Les autorités militaires ont décidé de déplacer ce ministère en toi, et donc un nouveau ministre en charge des questions spécifiquement minières a été nommé. Il s'agit du colonel Abachi, commissaire-colonel Abachi, et qui, dès sa prise de fonction, a déjà effectué, comme on l'a vu dans le reportage de l'émission dans la région d'Agadez, pour aller sur le site minier et voir un peu comment le travail se passe. Mais bien avant cette mission, il a instruit, on l'a entendu également dans le reportage, ce service de ce ministère, pour qu'ils écrivent à tous les détenteurs de permis militaires pour
rappeler les dispositions réglementaires, notamment le code minier qui dit par exemple que tout détenteur d'un permis doit obligatoirement, à partir de l'octroi du permis, et il y a 6 mois, par exemple, pour faire les recherches et trouver s'il y a ou pas le numéro pour lequel il est venu. Et ensuite, il y a 2 années pour commencer le travail de production. Donc, ce rappel a été fait à presque tous les détenteurs de permis. Cela montre donc la volonté de ces nouvelles autorités nigériennes d'avoir une vision assez globale sur ce secteur pour qu'ils contribuent beaucoup plus à l'économie, comme on l'a vu. Une contribution est assez faible dans l'économie d'hiver, parce que les régimes qui sont utilisés non reconnus. Et donc, les nouvelles autorités veulent donner, en tout cas, une nouvelle dynamique, un nouveau souffle à ce secteur-là, pour qu'il contribue davantage à l'économie du pays et qu'il puisse affiner véritablement ce secteur. Sur ce secteur important, voilà. Dans lequel on trouve effectivement ce numérique iranien. Merci beaucoup Abdul Razak Idrissa, correspondant de VOA Afrique au Niger. On retrouve immédiatement Haruna Saleh Abdoulaye. Il est le président de la COPAV, la Coalition communautaire pour la paix et la promotion du vivre ensemble, un réseau d'organisations de la société civile africaine. Bonsoir Haruna. Oui, bonsoir, M. Amadou. On l'a souligné assez dans le reportage. Le Niger dispose d'importants gisements d'uranium, mais reste l'un des pays les plus pauvres du monde. Pourquoi, selon vous, le Niger et les Nigériens ne profitent pas assez de son uranium? Oui, je pense que le Niger et les Nigériens ne peuvent pas à profiter de cette richesse de son uranium parce que, comme vous le savez, on avait dit, depuis plusieurs années, la France, à travers Orano, qui a longtemps exploité cette industrie au Niger. Donc, cela fait aussi que pendant toutes ces années, toute la technologie a avancé, les compétences nécessaires pour l'exploitation de les traitements de l'uranium sont principalement détenus par des entreprises étrangères, ce qui ne bénéficie pas aussi en termes de transfert de compétences au niveau du pays. Toutefois, il faut aussi savoir qu'il y a une très faible, comment on appelle ça là, une très faible politique de répartition des revenus qui ne profite pas au développement économique du pays. Et ça, c'est dû certainement au problème de corruption et de mauvaise gestion de ces fonds-là. Il y a aussi le fait que la répartition des revenus de l'uranium est souvent utilisée pour servir pour le service de la paix. Oui, alors Abdoulaye Haruna, on l'a bien suivi. Il y a un problème de corruption, de captation des ressources et d'exploitation par les entreprises étrangères. Alors, on sait que cet uranium fait l'objet d'une véritable concurrence entre certains pays étrangers. Selon vous, cette concurrence, c'est une aubaine ou plutôt c'est une menace pour le Niger? Nous avons quelques difficultés à vous écouter, Haruna Abdoulaye. Haruna Abdoulaye, on va essayer de voir si le réseau est de meilleure qualité. Est-ce que vous nous écoutez? Alors, Abdoulaye Haruna, que l'on va retrouver peut-être d'ici la fin de l'émission pour évoquer ce sujet sur l'uranium, l'importance de l'uranium pour le Niger. Tout de suite, la suite de l'émission, on va se rendre au Burkina Faso. Ce sera après cette pause. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations à influence étrangère, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com et toutes nos plateformes digitales. Rendons-nous maintenant au Burkina Faso.
On retrouve, avant d'aller au Burkina Faso, on retrouve Harouna Saleh Abdoulaye, avec qui on évoquait l'uranium du Niger. Alors, il nous expliquait, Abdoulaye, que les Nigériens n'en profitent pas assez pour au moins 2 raisons. Les raisons de corruption, de captation des ressources, des finances issues de ce minerai, et puis l'exploitation par les entreprises étrangères. Alors, Harouna, l'exploitation de cet uranium, on le sait, est fait l'objet d'une concurrence parfois féroce entre des entreprises étrangères. Est-ce une aubaine ou plutôt une menace pour le Niger? Oui, ça peut être une aubaine et une menace à la fois pour le Niger. Une aubaine parce qu'au moins ça va permettre aux autorités du Niger de négocier des meilleures conditions contractuelles, incluant vraiment des investissements dans les infrastructures locales, amener le pays aussi à réduire la dépendance vis-à-vis d'un seul partenaire. Maintenant, du point de vue risque, le risque auquel on est exposé, c'est que ça peut vraiment exacerber les tensions politiques internes qui sont là. Ça peut aussi augmenter, comme on a parlé de corruption, le niveau de corruption, de l'injustice et de répartition de cette ressource, ce qui peut créer des conflits au niveau communautaire. Et ça peut aussi avoir, comme on sait, tout le monde sait que ces zones d'exploitation sont des zones instables, où il y a des groupes qui sont soit actifs, soit en hibernation, qui peuvent être exploités par les différents pays qui sont en rivalité dans cette zone. Donc, oui, alors Harouna Abdoulaye, vous le dites si bien, il y a une véritable concurrence pour exploiter cet uranium, mais il se trouve que certains disposent des permis d'exploiter, mais ne le font pas. C'est le cas par exemple de cette entreprise chinoise dont on parlait dans le reportage, qui a passé 10 ans quasiment sans exploiter. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi certains ont des permis mais n'exploitent pas? Bon, je pense que certains ont des pays et n'exploitent pas, c'est pour des raisons stratégiques, économiques et techniques. C'est pour eux, par exemple, la Chine qui a attendu 10 ans avant d'exploiter, c'est peut-être parce qu'ils veulent être sûrs qu'ils ont une réserve, une assurance d'approvisionnement dans le futur en cas de pénurie mondiale ou en cas de hausse de prix, ils peuvent se rabattre sur le Niger pour payer, pour commencer à faire l'extraction de leur permis. Donc c'est aussi pour eux vraiment de réduire leur dépendance vis-à-vis d'autres pays producteurs au niveau du marché mondial. Donc ça peut être ces 2 raisons-là qu'ils peuvent, mais je pense que comme les autres l'ont dit, depuis l'arrivée de ces militaires, les choses sont en train de changer. Donc je pense que ça fait aussi partie des choses qui peuvent entraîner des situations comme l'arrivée des militaires. Merci beaucoup. Une mauvaise répartition des permis. Merci beaucoup Harouna Saleh Abdoulaye. Je rappelle que vous êtes le président de la COPAV, la Coalition communautaire pour la paix et la promotion du vivre ensemble. C'est un réseau d'organisations de la société civile africaine. On passe immédiatement au Burkina Faso, où le gouvernement a sommé les opérateurs de téléphonie d'appliquer de nouvelles mesures, notamment en ce qui concerne l'acquisition des cartes SIM pour des besoins de sécurité nationale. Pour les opérateurs et leurs abonnés, c'est une course contre la montre pour identifier le maximum de personnes, ce qui soulève des interrogations et des critiques, comme on va le voir dans ce reportage de Lamine Traoré, notre correspondant à Ouagadougou. L'ANOTEL, l'Association nationale des opérateurs de télécommunications, dans un communiqué conjoint des 3 opérateurs de téléphonie, invite les populations à faire identifier leur carte SIM. La décision avait été prise par le gouvernement en décembre 2023, fixant les modalités d'identification des abonnés aux services de communication électronique et des clients des cybercafés. Elle stipule par exemple que pour l'achat d'une carte SIM par les nationaux, seule la carte nationale d'identité burkinabé reste le seul et unique document autorisé. Pour les étrangers, le passeport et la carte consulaire. Aussi, dans la disposition, une personne physique ne peut détenir plus de 2 cartes SIM par opérateur. Question sécuritaire oblige. Des abonnés saluant la mesure soulignent néanmoins les contraintes liées à l'application de cette mesure. Moi-même, à mon côté, j'ai des difficultés. Parce que là où on vit là-bas, on a des numéros Orange Money. Quand on veut envoyer l'argent à la famille, on profite avec ça pour envoyer à la famille. Mais moi, j'ai demandé à ma fille de me prendre le numéro à son nom. Parce que moi, je suis à l'extérieur.
Voilà, maintenant quand j'ai compris qu'on doit identifier les numéros, c'est pourquoi je suis venu pour me faire identifier. Je comprends bien. C'est pour identifier, bon, c'est dû au contexte du pays là. Bon, je pense que c'est dû à tout ça qu'ils exigent à toute personne d'identifier. Et c'est normal. Franchement, j'étais en train de me plaindre même auprès d'eux comme ça. Et je suis arrivé, bon, on m'a indiqué dans un autre endroit. Je suis allé là-bas, on m'a donné un numéro. J'ai pris le ticket là, bon, je vois que je suis assis pendant 1 heure du temps comme ça. Je vois que bon, ça me fait perdre du temps. Au ministère de la Transition digitale, on encourage ceux qui ne sont pas encore identifiés à le faire, sinon ils subiront des désagréments. Le directeur général des communications électroniques, Galiam Sidi Mohamed Ouedraogo, s'exprimait à la télévision nationale. Les abonnés non identifiés ne pourront pas bénéficier du service de communication électronique, c'est-à-dire la voix, Internet, mais aussi tous les services connexes, comme les services de paiement mobile, les services de mobile banking. Donc c'est vraiment des effets dommageables. Donc nous, vraiment, on encourage les populations à s'identifier, non seulement pour elles-mêmes, et surtout dans le contexte actuel, pour faciliter la tâche à ceux qui ont en charge notre sécurité. L'identification a pris fin le 16 mai dernier. On ne sait pas encore si elle sera prolongée. Certains abonnés des services de téléphonie mobile ont commencé à constater des perturbations auprès de leur opérateur de téléphonie, comme par exemple dans les transferts d'argent ou la désactivation de leur carte SIM. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Après le Burkina Faso, on revient au Niger pour parler cette fois-là du retrait des forces américaines du Niger qui a donc débuté et qui doit s'achever au plus tard le 15 septembre. C'est ce qui ressort du communiqué conjoint signé du ministre nigérien de la Défense, Salifou Modi, et du sous-secrétaire américain à la Défense chargé des opérations spéciales et des conflits de faible intensité. Il s'agit de Christopher Mayer. Ils indiquent avoir trouvé un accord de désengagement. Cette décision survient après plusieurs jours de discussion entre une délégation du département américain de la Défense et leurs homologues nigériens à Niamey. Pour ce désengagement, des procédures ont été établies pour faciliter l'entrée et la sortie du personnel américain, y compris les autorisations de survol et d'atterrissage pour les vols militaires, indiquent les deux pays dans ce communiqué qui a été signé dimanche dernier. Il y a également des garanties de protection et de sécurité qui ont été données aux forces américaines pendant le retrait. Face aux exigences de Niamey, Washington a accepté mi-avril de retirer du pays ses soldats déployés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le nombre est estimé à 650, auquel s'ajoutent quelques centaines de contractuels américains et nigériens. Au Niger, les États-Unis disposent d'une importante base de drones à Agadez, c'est dans le nord du pays, une base qui a été construite selon les estimations à plus de 100 millions de dollars. Le retrait des forces américaines n'entache en rien, a-t-on appris, la poursuite des relations entre les États-Unis et le Niger dans le domaine du développement, indique les deux pays dans un communiqué. La coopération américaine pour l'aide au développement devrait en effet se poursuivre avec d'ailleurs un nouvel accord d'un montant de près de 500 millions de dollars sur 3 ans, selon le ministère nigérien des Affaires étrangères. C'était donc la note positive de cette édition au Niger avec le retrait des forces américaines que vous pouvez suivre comme actualité et bien d'autres sur notre site web voaafrique.com et sur nos différentes plateformes digitales. Vous écoutez Focus Sahel et vous regardez également Focus Sahel qui est diffusé en direct sur la page Facebook de VOA Afrique. On se rend maintenant au Mali pour la note positive de cette édition. C'est pour évoquer la réinsertion scolaire des enfants déplacés et réfugiés dans la région de Badiangara. C'est dans le centre du Mali. En dépit de l'afflux massif des déplacés et réfugiés,
qui continue d'arriver à Koro en provenance du Burkina voisin. L'État malien et ses partenaires s'activent pour la réinsertion scolaire des enfants déplacés et réfugiés. Des centres d'éducation temporaire ont été construits pour permettre à ces enfants de poursuivre leur cursus scolaire. De Koro, la correspondance de Tidjani Ouedraogo. Dans les centres du Mali, des milliers d'enfants ne jouissent pas de leur droit à l'éducation à cause de l'insécurité. À Koro, dans la région de Badjangara, des centres ont été construits pour accueillir les enfants. Nous sommes dans l'un des centres. Nous y avons trouvé l'un des moniteurs, Jérémy Poudjougo. Bon, j'ai 25 élèves ici. Ici, le nouveau, ça va. Ce sont les élèves qui sont les enfants réfugiés qui sont là. On les récupère pour les former. Ils vont partir dans les écoles classiques. Qui passe au tableau? Non loin de là et dans une belle ambiance, cette monitrice transmet son savoir-faire aux enfants. Les enfants réfugiés du Burkina Faso sont majoritaires dans ces centres. Adama Belem est un réfugié du Burkina Faso à Koro. Chaque jour, il encourage ses enfants à venir dans les centres. Je suis un réfugié venu du Burkina. Chaque matin, j'encourage mes enfants à venir dans ces centres. Je souhaite qu'ils puissent apprendre beaucoup avant notre retour au pays. Une bonne initiative qui apporte un changement positif chez les enfants. Comme Bourama Sana, beaucoup d'enfants parviennent à lire et écrire. Le repas de famille. Après leur succès à l'examen, maman dit à ses enfants, Binta et Ousmane, vous avez bien travaillé à l'école. Selon un rapport de l'UNICEF, la situation des écoles fermées reste préoccupante à Badjangara. Sur 765 écoles que compte la région, 286 sont non fonctionnelles. Cette nouvelle initiative permet, selon les autorités scolaires, de renverser la tendance et d'encourager la réouverture des écoles. Tidjani Ouedraogo pour VOA Afrique, Koro. C'était le reportage de Tidjani Ouedraogo à Koro. Et il nous parlait donc des déplacés et réfugiés, des enfants qui sont scolarisés grâce à l'implication des autorités et leurs partenaires. La situation qui reste évidemment assez instable dans la région, notamment au Niger, où on l'a appris aujourd'hui même, 7 soldats ont été tués dans une attaque de djihadistes présumés lundi près de la frontière entre le Niger et le Burkina Faso. C'est ce qu'a affirmé à Niamey le gouvernement, ajoutant que ses forces en riposte ont tué plusieurs dizaines de terroristes. L'attaque a visé une position militaire dans la zone de Boni, une localité proche de la frontière du Burkina Faso. 4 véhicules de l'armée ont également été détruits, tandis que plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés et leurs véhicules détruits, affirme le ministère de la Défense. Et c'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci au public qui nous a accompagnés dans ce voyage. Merci également à nos invités Haruna Abdoulaye qui était là et Abdulrazak Idrissa, notre correspondant à Niamey. Je tiens particulièrement à saluer les autres correspondants qui nous ont permis d'avoir les nouvelles fraîches de la région. Mohamedou Oumfa à ce micro. Merci à Joselle Morissin qui a assuré la production de cette émission et Arzouma Compaoré qui était là pour la partie télévisée. Merci d'avoir écouté et regardé Focus Sahel. Cette émission est disponible sur notre site web voaafrique.com. À très bientôt.